Je pense que, pour commencer cette table ronde, je pense qu'on a le sujet le plus novateur qui soit. Et j'aurais tendance à dire que la table ronde peut s'arrêter là, parce que quelqu'un qui me dira que demain, les patients et les complémentaires santé ne vont pas plus contribuer dans la construction du système, ça ne peut pas exister. Donc, il va falloir savoir quel rôle vous voulez jouer et comment vous pouvez éventuellement y participer. Ça passe par quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement important dans le rôle de chacun, et surtout pour toi, Magali, c'est le fait de savoir comment vous voulez jouer la chose. Est-ce que vous jouez comme des patients, ou est-ce que vous jouez comme des partenaires, des acteurs de santé ou des entrepreneurs? Et là, on va se retrouver sur quelque chose qui va être totalement différent et qui va permettre de voir un peu comment on peut projeter dans le système qui n'évolue pas depuis 30 ans quelque chose de nouveau, de novateur, avec peut-être des rôles qui vont être des rôles différents par acteur. Alors, comment les patients veulent jouer? Alors, les patients ne jouent pas, en réalité. Les patients subissent leur maladie, subissent le fardeau de leur parcours de soins. Et aujourd'hui, sont quand même très peu associés, alors ce ne sont pas les seuls, beaucoup s'en plaignent, beaucoup d'autres acteurs s'en plaignent, mais sont quand même très peu associés aux décisions qui s'imposent à eux et qui leur font directement grief. Depuis hier, moi je suis arrivée hier et j'ai entendu beaucoup de choses qui nous permettent effectivement de converger sur cette table ronde autour d'un élément clé qui est la partition AMO-AMC et puis également le rôle des patients à travers le thème, beaucoup de la responsabilisation des patients. Vous savez, c'est ce thème qui est très très repris, qui veut dire beaucoup de choses et finalement qui cache des stratégies qui sont des stratégies de transfert de charge et d'augmentation du reste à charge. On l'a dit, Thomas Fatome a été très clair, 16 milliards de déficit, en 2030 possiblement plus de 40 milliards de déficit, donc il est vraiment minuit moins une. Enfin, je veux dire, on n'a vraiment plus le choix, plus le temps. Il faut réagir et on nous dit souvent dans les directions centrales que voilà, c'est pas de gaieté de cœur qu'on passe des décrets pour augmenter les restes à charge, mais néanmoins c'est ce qu'il y a de plus efficace, c'est ce qu'il y a de plus rapide, et c'est ce qu'il y a de plus rentable à court terme. Il y a des chiffres aussi qui ont été donnés hier et sur lesquels je dois revenir parce qu'ils sont en lien avec la table ronde d'aujourd'hui. C'est qu'on parle beaucoup des ALD, de l'obésité des ALD, de ce que ça représente en termes de dépenses de santé. Il a été dit à tort que les ALD représentent 75% des dépenses d'assurance maladie. C'est faux. En fait, les personnes en ALD représentent, je crois, 69% des dépenses d'assurance maladie. Mais surtout, le vrai chiffre, en fait, c'est 15%, puisqu'en fait, le surcoût lié à l'exonération du ticket modérateur, donc le dispositif même des ALD, ça représente 15% des dépenses d'assurance maladie. Donc, attention, il faut qu'on parle effectivement de la même chose. Beaucoup de choses ont été dites aussi sur le sentiment de gratuité. Les Français, les patients auraient le sentiment que les soins sont gratuits et donc tirent sur le système de santé à l'infini parce qu'ils estiment qu'ils ont un droit de tirage sur une santé qui est gratuite et qui ne coûte rien. Bon, c'est faux. C'est faux, bien sûr, que la santé, elle leur coûte. Et d'ailleurs, elle leur coûte si bien que tout le monde, depuis hier, dit, sans doute à juste titre, mais que la France étouffe sous ses niveaux de cotisation sociale et d'impôts. Donc, elle coûte. Qu'est-ce qu'on nous propose ? On proposerait donc aux patients de payer plus parce qu'on cotise trop, parce qu'on paye trop d'impôts. Donc ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. En tout cas, les patients et les associations de patients sont évidemment farouchement opposés à l'augmentation du reste à charge et surtout à ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire cartonner le dispositif des ALD, parce que même si on a entendu des propos rassurants sur le dispositif des ALD, qui est un socle auquel les Français sont très attachés, c'est vrai, parce que c'est une garantie assez unique d'être pris en charge à 100% quand on a une maladie longue et onéreuse à prendre en charge. Mais aujourd'hui, il faut quand même se le dire, ça a été largement documenté, le reste à charge des personnes en ALD, il est supérieur au reste à charge des personnes hors ALD. Il est à peu près de 800 € par an et il est à peu près de 500 € pour les personnes en ALD. Donc non, ça coûte. De la même façon, et c'est en lien avec notre table ronde, les cotisations en complémentaire santé coûtent. Elles ont augmenté de plus de 8% en 24, elles pourraient augmenter de 6% en 25, voire 10% selon certaines estimations, et encore de 10% en 26. Ça coûte.
C'est ça aussi le reste à charge. Et puis je ne parle pas de tous les restes à charge invisibles qui passent sous les radars de la statistique publique, qui pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que oui, tout le monde doit faire des efforts. On le voit bien, l'heure est grave, on ne peut plus se permettre de solvabiliser des rentes, on ne peut plus se permettre de payer des soins inutiles, 50 milliards de soins non pertinents, 50 milliards, 25 à 30% des actes seraient inutiles selon la HAS. Donc on ne peut plus, on n'a jamais pu se le permettre, mais là on peut encore moins se le permettre aujourd'hui. Donc tout le monde doit faire des efforts, mais attention, la ligne rouge, c'est l'atteinte aux droits des personnes malades, c'est que notre système, il permet ça, il doit continuer à permettre ça, et il y a de la marge. On n'est pas obligé aujourd'hui, en tout cas à 9h50 aujourd'hui, de réfléchir à l'explosion de notre pacte social et au démantèlement des valeurs solidaires qui sous-tendent le fonctionnement de l'assurance maladie solidaire. Non, c'est faux de le dire. Et les propos catastrophistes doivent avoir de l'impact parce qu'ils doivent faire réagir les acteurs, mais ils ne doivent pas avoir pour conséquence de tout faire péter. Ce serait dramatique. Et d'ailleurs, les systèmes de santé qui privatisent leurs dépenses de santé sont les systèmes de santé les plus coûteux. On le sait, le système de santé solidaire est le moins coûteux, et beaucoup moins coûteux qu'un système de santé privatisé. Donc oui, il faut sauver l'assurance maladie, oui, il faut sauver les principes de solidarité, et il faut responsabiliser les acteurs, mais ça ne veut pas dire faire payer les patients qui ne sont pas responsables de leur maladie, qui ne sont pas responsables du fardeau qu'ils portent déjà, avec des conséquences sur le reste à charge, mais aussi sur leur employabilité, sur leur qualité de vie personnelle. Qu'est-ce qu'on attend ? Quelles sont les valeurs, quel genre de valeurs on a envie de véhiculer à travers ces signaux. Et il y en a encore aujourd'hui. C'est à l'examen au Conseil d'État sur des projets de décret qui visent spécifiquement l'augmentation du reste à charge des patients. Alors, par rapport à ça, les organismes complémentaires se positionnent comment ? Contribution forcée, contribution volontaire ? Quel type de contribution ? Comment vous allez apporter une valeur ajoutée au système dans les prochaines années, en évitant d'ailleurs d'augmenter les cotisations pour que ce ne soient pas les patients qui les payent, qui seraient un jeu de dupes absolument fabuleux. Alors, j'ai été invité au CHUM aujourd'hui en tant que représentant de Malakoff Humanis, donc acteur de la complémentaire santé. On représente à peu près 4 milliards de cotisations en santé, donc à peu près 10% du marché, mais malheureusement, pas en tant que magicien. Donc l'argent magique, j'en ai pas avec moi, j'en ai pas dans mes poches. Il faut avoir en tête que quand on dit les complémentaires santé vont contribuer, vont financer, le rôle des complémentaires, c'est d'organiser une mutualisation des coûts. Mais l'argent, in fine, c'est celui des personnes qui cotisent et donc, in fine, des patients. Donc la question qui se pose, Magali disait les patients subissent, les complémentaires aussi, un peu dans le système et dans le dialogue, dans l'absence de dialogue sur le sujet du financement. Aujourd'hui, le fonctionnement des complémentaires consiste à regarder, pour la part qui leur revient, l'évolution de la dépense, à la modéliser avec des statisticiens, des actuaires pour la projeter dans le temps, et à ajuster les tarifs en conséquence. Je rappelle quand même que le régulateur des assurances en France, l'autorité de contrôle, la CPR, qui contrôle les assureurs, confirme que les assureurs santé ne gagnent pas d'argent en moyenne. Alors, il y en a qui sont plus profitables plus que d'autres, mais au global, ça n'est pas le cas. Donc l'essentiel consiste à anticiper les choses, et du coup, si la dépense augmente, oui, les tarifs augmentent. Et les inducteurs de cette hausse de dépenses, ce sont pour la plupart les mêmes que ceux de l'assurance maladie en général, vieillissement de la population, hausse du coût des soins, et puis quand il y a des décisions qui sont prises, que ce soit dans les conventions, convention médicale par exemple, ça impacte évidemment les remboursements de l'assurance maladie, ça impacte évidemment aussi les remboursements de l'assurance maladie complémentaire. Et au-delà de ça, il y a des effets qui peuvent être complémentaires. Par exemple, quand il y a des évolutions de la frontière entre l'assurance maladie et les complémentaires, il y a un effet de translation. Si je prends un exemple qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps, si le ticket modérateur en dentaire augmente de 30 à 40%, forcément ça fait une économie d'un côté, un déport de l'autre, mais à la fin, il faut quand même c'est la même somme qui reste à rembourser. Simplement, c'est plus le même financeur si j'ose dire, mais conséquence du fait que les complémentaires santé doivent équilibrer leurs comptes, il y a une hausse de cotisation qui pose d'autres questions, celui de
de la soutenabilité de la dépense de la complémentaire santé pour certaines populations. Mais pour le coup, c'est quelque part une règle du jeu économique et réglementaire et prudentielle que les assureurs équilibrent leurs comptes. Donc, la question qui est posée, à mon sens, c'est pas tant celle de l'argent magique qui sortirait de la poche des complémentaires, il n'y en a pas. C'est la part qu'on souhaite dans le système de santé financée par de la solidarité, l'assurance maladie obligatoire, où chacun, enfin, les différentes sources de financement, en premier lieu les cotisations sociales pour financer le système, et puis de l'assurance maladie complémentaire, où là on est sur une mutualisation au sein d'une population, que ce soit au sein d'une population, d'une entreprise, d'un ensemble de populations de retraités ou autres, et où on mutualise, mais à la fin cette mutualité fait qu'en moyenne on arrive à peu près à un jeu à somme nulle. Et déplacer le curseur vers davantage de contributions des complémentaires santé, c'est finalement une tendance qui se poursuit depuis quelques années, mais qui a pour conséquence un renchérissement des coûts des complémentaires qui, in fine, atterrit chez le patient. Hein. Donc le sujet du financement, c'est finalement la part de la richesse nationale qui est dédiée au système de santé, le financement pouvant être soit via la mutualisation par les complémentaires, soit par la solidarité via l'assurance maladie obligatoire. Donc et pour les complémentaires santé, dont l'un des métiers, c'est celui de modéliser ces aspects économiques pour ajuster les tarifs, etc., pour le coup, il y a un vrai souhait de la profession, par l'intermédiaire des fédérations, hein, d'assumer un rôle plus explicite, que ce soit au titre de la prévention, et Thomas Fatome en parlait tout à l'heure, que ce soit au titre de la lutte contre la fraude, où notre groupe est très présent et on est convaincu qu'il y a des choses à faire. Alors ça ne va pas sauver le système à soi seul, hein, mais renforcer l'équité et faire quelques économies, ça ne peut quand même pas faire de mal en travaillant mieux ensemble. Donc nous, ce en quoi on milite, c'est vraiment une vision un peu de moyen terme et un vrai dialogue, là où aujourd'hui on est plutôt sur des ajustements qu'on subit et où un peu tardivement ou plus ou moins tardivement, la profession s'ajuste pour répercuter, puisque c'est une réalité, hein, répercuter les conséquences des décisions prises sur les tarifs des assurés et in fine donc des patients. Mais concrètement, en dehors du rôle pur financier, est-ce qu'il y a des projets que vous pouvez monter ensemble, des partenariats à monter autour de quelque chose qui apporterait une valeur ajoutée au système de santé? Parce que je sais que vous vous intéressez beaucoup à la prévention, tous, en particulier les patients, mais les AMC aussi. Mais quand on écoute Thomas Fatome, c'est aussi dans le rapport chargé-produit un des points qui est un des points majeurs. Donc on ne va pas se retrouver avec des politiques de prévention qui vont être extrêmement différentes, très hétérogènes, et quelque chose qui ne fonctionnera pas. Puis surtout qu'il y a quand même des exemples, et en particulier, je passerai la parole à Catherine après, sur le dentaire, on a quand même des trucs qui arrivent qui sont étonnants en termes de fraude et en termes de prévention sur un certain nombre de projets. Le projet J'aime tes dents, c'est quelque chose qui... Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles vont être vos propositions communes pour savoir comment on peut faire évoluer un système en dehors des acteurs traditionnels qui sont reconnus, que ce soit les professionnels de santé ou... On va en parler, volontiers. Ouais. Mais Catherine... Alors, merci tout d'abord à Elisabeth Hubert d'avoir enfin invité un chirurgien dentiste ou un représentant de la santé orale. Je crois que ça ne s'était jamais fait et pourtant, il n'y a pas de bonne santé générale si on n'a pas une bonne santé bucco-dentaire. Hein. C'est essentiel, nous sommes une branche de la médecine. Les soins dentaires sont réalisés, ou en tout cas les soins oraux sont réalisés par des médecins et par des chirurgiens dentistes, avec parfois une petite discrimination dans le traitement entre les deux professions. Ma profession a anticipé énormément parce que très tôt, dès les années 80, il y a eu une sortie de l'opposabilité des actes, d'un certain nombre d'actes de santé orale, en particulier la prothèse et l'orthodontie, simplement parce que l'assurance maladie n'avait pas les moyens de continuer à financer à des tarifs opposables l'évolution, les coûts des cabinets dentaires. Cabinets dentaires, c'est 65 à 75% de charges payées par les seuls honoraires perçus
par les effecteurs. Et donc, c'est pour cette raison que nous, ce n'est pas un secteur 2, c'est 2 branches. On a une partie, enfin même 3, on a des soins qui sont totalement opposables. La majorité de nos actes, soins, chirurgie, prévention, et puis nous avons des actes qui étaient à honoraires libres et qui depuis le 100% santé sont devenus plafonnés, en partie plafonnés, et puis nous avons toute une partie d'actes qui sont des actes médicaux essentiels qui sont aujourd'hui non remboursables. On pense à la parodontologie et à l'implantologie. Évidemment, dès ces années 80, notre profession a compris que si on voulait permettre l'accès aux soins, il fallait faire appel aux complémentaires pour pouvoir solvabiliser ces actes. Et à la fin des années 90, nous avons signé un protocole qui s'appelle le protocole MGEN, qui a été étendu au protocole MFP. C'était relativement simple à mettre en place parce que nous n'avions qu'un interlocuteur et un seul contrat. On va revenir plus tard sur la difficulté actuelle d'aller travailler avec l'UNOCAM et les familles de complémentaires santé. Donc le protocole MGEN, qui a subi quelques péripéties judiciaires, qui ont un peu mis à mal ce protocole qui était vraiment précurseur, puisqu'on avait plafonnement des tarifs, puisqu'on avait une solvabilisation donc des assurés de la mutualité, qui a vraiment trouvé son sens dans ces années-là, et qui a vu quelque part été précurseur du 100% santé, mais avec les quelques bugs que nous avons connus sur le 100% santé. Et enfin, je parlerai aussi de la prévention, où nous avons aussi été précurseurs. MT-Dents ou l'examen bucco-dentaire, ça existe depuis 27 ans. La Convention de 1998, qui a suivi les évolutions avec des différents âges, différentes modalités, qui a ensuite été intégrée dans la loi et qui aujourd'hui fait partie du dispositif Génération sans carie que nous avons défendu, auquel nous sommes attachés. Et MT-Dents, c'est vraiment notre bébé. Et je vous expliquerai pourquoi c'est en train d'être mis à mal. Parce que l'intervention des complémentaires santé, qui aurait pu être un puce, est en train d'être en train de casser parce qu'on nous a mis le tiers payant obligatoire sur la part complémentaire. Donc voilà un petit peu, voilà. Donc le 100% santé, ça a été une avancée extraordinaire. Si nous sommes allés dedans, et je vous rappelle que ça a été une contrepartie pour la profession, ça a été de plafonner des tarifs qui jusque-là étaient libres. Et je peux vous assurer que porter ça pour des syndicats, c'est pas facile. Marguerite Cazeneuve expliquait hier qu'il fallait défendre les syndicats conventionnistes signataires. Je peux vous assurer, et moi j'ai négocié ce 100% santé, je vous dis pas tout ce que j'ai pris sur les réseaux sociaux, et en tant que femme, c'est parfois encore plus compliqué. On a compris parce que les problèmes d'accès aux soins à la prothèse dentaire étaient vraiment quelque chose qui était un vrai problème, et les sans-dents est un exemple parfait du ressenti social de ne pas pouvoir sourire, de ne pas pouvoir manger et de ne pas pouvoir trouver du travail parce qu'on ne peut pas afficher ce qui est légitimement dû, le sourire. Le 100% santé financé par les complémentaires santé, ça a été quand même, sur le papier à l'époque, 700-800 millions d'euros. Dans la pratique, ça a coûté beaucoup plus cher, et il faut reconnaître que les complémentaires ont fait un peu gloops quand on est arrivé à négocier la convention suivante, mais ça a été un véritable accès à soins, sauf que on a dû passer par les contrats responsables. Les contrats responsables, ça ne touche pas tous les assurés sociaux, ça touche les salariés, ça touche une partie des non-salariés, mais ça ne touche pas ceux qui n'en ont pas, donc ceux qui n'ont évidemment pas de complémentaire santé et ceux qui sont restés sur des contrats hors de ce cadre. Et moi, j'ai vu des patients âgés qui étaient sur des anciens contrats, qui n'avaient pas le courage d'aller faire la démarche, d'aller changer de type de contrat, parce que c'est lourd, c'est compliqué, se retrouver à ne pas pouvoir accéder aux prothèses complètes ou à d'autres choses parce qu'ils n'en bénéficiaient pas. Et ça a été un bug majeur du 100% santé, tout comme le fait qu'il y a une partie des actes essentiels qui n'ont pas été intégrés dans le 100% santé, et ça fait partie des demandes qu'on porte aujourd'hui auprès des assureurs complémentaires, c'est qu'il y a d'autres actes, tels les prothèses à base métallique, les stélites, qui soient aussi dans ce cadre-là. Et puis,
La prévention bucco-dentaire. La prévention bucco-dentaire, je vous l'ai dit, on l'aime, on la porte, c'est vraiment notre ADN. Elle a permis d'améliorer considérablement l'état de santé bucco-dentaire de nos jeunes générations. On a des éléments qui le prouvent. Sauf que vous avez des marqueurs sociaux sur l'état de santé bucco-dentaire. Aujourd'hui, on a des cabinets situés dans certaines zones où il n'y a plus de caries chez les jeunes. Et puis, vous avez d'autres endroits où, effectivement, on constate encore aujourd'hui que vous avez, moi j'ai des praticiens qui nous expliquent qu'ils voient encore arriver des gamins à 6 ans avec 10 caries en bouche, qui boivent du coca, qui boivent des boissons sucrées et qui n'ont aucune notion des règles de prévention. La prévention en dentaire, ça marche. Depuis le début de l'année, on nous a balancé, alors d'une part, effectivement, il y a 2 ans, la hausse du ticket modérateur. Faut-il le rappeler quand même qu'initialement, les parlementaires avaient voté ce transfert à MO-AMC. Je vais vous en parler. Nous, en pleine négo, on a découvert, au mois de juin, Thomas Fatome nous annonce, je vous dis un petit truc, un petit détail, mais les 300 millions de transferts, ça va se faire sur le dentaire. Mais de dentaire, sur les chirurgiens dentistes, puisque seuls concernaient les actes majoritairement réalisés par les chirurgiens dentistes. Donc, vous imaginez que, quelque part, on se sent quand même un petit peu stigmatisé. Donc, hausse du ticket modérateur, bon, très bien, mais depuis le début de l'année, pareil, les parlementaires ont voté dans le dernier PLF, dans la loi de financement de sécurité sociale, l'introduction du ticket modérateur sur ce dispositif de prévention qui a une histoire, qui a un vécu, qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, toutes les autres préventions mises en place, c'est du 100% AMO, et nous, ticket modérateur, et surtout, tiers payant obligatoire AMC. Garantie de paiement inscrit, on l'a fait inscrire, sauf que sur le terrain, ça ne se passe pas bien du tout. Certes, il y a des praticiens qui se lancent, mais Inter-AMC qui a été délégué opérateur privé puisque les parlementaires n'ont pas prévu les modalités de fonctionnement de ce tiers payant AMC. Ce qui d'ailleurs, en l'occurrence, quand on a voulu faire du tiers payant généralisé, a été retoqué par le Conseil constitutionnel puisqu'on a reproché à la loi de ne pas avoir dit comment ça devait marcher. Et aujourd'hui, on est obligé de bidouiller. Et aujourd'hui, notre crainte majeure, c'est que nos confrères renoncent à faire de la prévention, de l'examen de prévention. Alors, ils continueront à soigner les patients, mais ils le feront par d'autres voies. Une consultation, les soins génération sans carie, pour lesquels on n'a pas besoin de faire du tiers payant. Mais le BD, qui en plus avait un paramètre vraiment intéressant, c'est que la saisie en ligne des données de cet examen allait permettre d'évaluer, on parlait depuis le début, on parle d'évaluation, de suivi. La saisie en ligne sur l'outil Amélie Pro doit permettre tous les ans de vérifier, de voir le suivi, de voir les effets de cette prévention bucco-dentaire. S'il n'y a pas de BD, eh bien, on n'aura pas cette évaluation essentielle. Je m'arrête là pour l'instant. Merci Catherine. J'ai envie de parler. Philippe, la parole est à vous. Je bouillonne sur ma chaise depuis tout à l'heure. Alors, oui, moi, j'ai écouté les différentes interventions. Alors là, c'était très technique, j'étais un peu dépassé. Mais c'est malheureusement souvent le cas. Ouais, voilà. Et donc, c'est tout le débat entre ce que fait la loi et le réglementaire. Il faut savoir juste trier entre les deux et laisser les politiques à la fois dans leurs responsabilités et en même temps sur leur engagement. Non, deux remarques par rapport aux deux intervenants, à la fois les patients et à la fois les complémentaires, sur cette grande question de dire demain, est-ce qu'on va continuer à faire des contributions ? À la fin de la fin, ça a été très bien dit. À la fin, c'est le patient qui paye. Ah oui. Soit il paye directement parce qu'à un moment donné, le reste à charge augmente, soit il paye de façon indirecte parce qu'on demande aux complémentaires santé d'être collecteurs d'impôts de façon indirecte pour financer la santé. Et que tant qu'on restera dans un système où on aura cette analyse de dire à un moment donné, on a une ligne de charge et comment est-ce qu'on la finance et on va gratter partout, y compris chez les patients et les complémentaires, on a un système qui va dans le mur. Moi, je vis la mise en place du PLFSS. Ça se passe en partie dans notre bureau au Sénat, surtout en ce moment où l'Assemblée nationale, c'est un peu compliqué. Et je vois bien comment on fait. On travaille à partir des travaux qui sont menés par tous nos partenaires, toutes les administrations. On lit beaucoup tous les rapports et on essaye de voir au regard des maquettes sur quoi on peut appuyer. Et puis, on avance. Et à la fin, on prend la calculette et on se dit, c'est quoi le somme totale ? Et à chaque fois, on n'arrive pas à obtenir l'objectif, au moins de maintien de la dépense, avant même d'imaginer de faire des efforts ou d'améliorer le solde. Et donc, à partir de là, on change de casquette et on se dit, eh bien, qui va payer ? Et ça se passe comme ça.
Et à partir de là, on dit, allez, un petit coup de tigre modérateur, les complémentaires santé, je vais mettre une taxe d'1 milliard, alors qu'on sait pertinemment que derrière, le lendemain du prélèvement de la taxe se retrouve, et ça veut dire que c'est ce type de raisonnement. Et donc ce raisonnement-là n'est pas une construction qui doit être commune avec les patients, avec tous les acteurs d'une politique de santé. Les complémentaires santé, que je connais bien, moi je suis parlementaire à Niort, donc monde des mutuelles, ils subissent en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des accords qui sont montés et à la fin, on définit qui paye quoi, les marges se diminuent et donc on voit bien qu'on a aujourd'hui un rôle qui n'est pas un rôle d'acteur, mais un rôle où on subit le système. Et c'est la même chose pour les franchises. OK, les franchises, c'est un apport court terme, c'est rapide. On vote à un moment du... Alors, on vote encore. C'est plutôt du réglementaire. Il y a une décision qui est prise, la recette arrive, donc c'est une forme de participation, de contribution. Mais dans quel sens ? Demander aux patients de participer, oui, mais dans quel sens ? Quelle est la plus-value ? Comment ? Donc tout ça, c'est un débat qui doit être mis sur la table, et ça emporte au-delà même du sujet financier. On a beaucoup parlé de prévention pendant 2 jours. Nous, on va sortir un rapport au Sénat, là, je pense certainement juste après le PLFSS, sur les enjeux de prévention, un de plus. Mais surtout, ce qu'on va montrer, c'est qu'on va montrer qu'il y a un nombre d'acteurs qui interviennent qui est énorme et que les sommes consacrées aujourd'hui sur la table sont énormes. D'accord ? Mais il y a plein d'acteurs. Et parce qu'il n'y a pas de stratégie nationale, il y a un opérateur important qui est l'assurance maladie, il n'y a pas de stratégie nationale, il n'y a pas de pilotage, chacun y va de ses domaines, alors il y a les grandes orientations nationales, politiques, etc. Et donc on se retrouve à une situation où l'efficience de l'argent consacré, eh bien, tombe complètement. Dans le monde des collectivités que je connais bien, alors là, c'est vraiment... je lance un projet, je réponds à un appel à projet de l'ARS, j'ai pas assez d'argent, je passe un coup de téléphone pour avoir du FIR, et je pars en prévention. Sur quelle stratégie, sur quelle évolution ? Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le nombre d'acteurs est important. Vous pouvez être, vous, personne âgée, chez vous, pendant 10 ans, personne ne vous appelle, et en 6 mois, vous avez 2 structures, votre complémentaire santé et votre caisse de prévoyance, qui vous appellent pour des actions de prévention. Donc on voit bien qu'on a un vrai débat, et on n'utilise pas les moyens des partenaires que peuvent être les patients dans la construction de la réponse, et ce que peuvent être également les complémentaires qui savent mieux gérer le dernier kilomètre. Simplement, et je vais faire réagir un peu, lorsque j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, le président de la Poste, je lui disais que l'assurance maladie, finalement, était le premier partenaire de la Poste. C'est pratiquement un des premiers clients de la Poste, vu le nombre de courriers envoyés. Mais si on prenait le temps d'imaginer, de faire le calcul entre le coût de l'opération et la traduction sur l'évolution, eh bien, il n'y a aucune entreprise qui investirait dans ce type de domaine. Voilà, donc on a un vrai sujet, et le débat, et à mon avis, ça reprend une grande partie des sujets qu'on a eu traités pendant 2 jours, c'est comment les acteurs qui ont tous la même volonté d'obtenir de meilleure qualité, mais qui ont tous leur propre intérêt personnel, se mettent autour de la table pour avoir une politique, une vision globale, chacun à sa place, mais tous ensemble, et je crois que c'est un point essentiel. Je terminerai simplement pour une dernière illustration. Au moment du PLFSS, on reçoit forcément, dans les préparations, plein de courriers, tout le monde nous écrit. Je crois que tous ceux qui sont dans la salle nous écrivent. Et généralement, lorsqu'on reçoit le courrier, on les lit tous. Lorsqu'on reçoit le courrier, il y a toujours une première partie où on commence par expliquer pourquoi il faut plus de moyens financiers dans leur domaine. Alors forcément, quand il n'y a pas de tension, tu dis comment est-ce qu'on fait. Après, il y a une deuxième ligne qui est quand même de dire oui, mais nous, on peut faire quelques économies. Bon, entendu, la demande de moyens nouveaux est supérieure aux économies, mais il y a quand même ces volets-là. Et puis le reste de la lettre, du mail, c'est partout où on peut faire des économies chez les autres. Et donc, je prends toujours ces documents-là et je croise pour essayer de voir à un moment donné qui est le plus grand perdant. Alors, moi, je sais ceux qui sont les plus aimés et ceux qui sont les moins aimés. Je sais, voilà. Et souvent, le bouc émissaire de tout ça, ce sont les complémentaires santé. Parce qu'à la fin de la fin, on dit qu'ils gagnent beaucoup d'argent. D'ailleurs, on confond souvent les résultats financiers des groupes, alors que les complémentaires santé sont sur un système analytique qui est différent, avec les obligations notamment données avec les obligations européennes. Mais à la fin, on se dit de toute façon, ceux qui ont de l'argent sont souvent les complémentaires santé. Et donc, je ne suis pas là pour les défendre. Je pense qu'ils doivent aller plus loin, notamment en matière d'action de prévention et en matière de fraude, ça a été dit. Mais comment on co-construit ? Dernier point, notre illustration, on dit souvent complémentaires santé, eh bien, vous avez des frais de gestion qui sont trop importants, mais par contre, il faut faire plus de prévention. Ah, par contre, quand ils font de la prévention, ça rentre dans leur frais de gestion. Alors comment, voilà. Vous voyez bien tout ce système-là, il y a un problème de vision globale, et je crois que là, vous avez en tous les cas le point essentiel. Je pense que les patients doivent être également au centre de ces enjeux-là. On ne peut pas parler à un moment donné de contribution financière sans en donner le sens et en même temps en ayant conscience que ce n'est pas le coût simplement, et j'approuve votre position, ce n'est pas qu'un problème de facture à la fin du coût du coût maladie, c'est tout ce qui va avec.
Et donc, on a un impact qui est largement supérieur. Voilà ce que je voulais dire. Ça me fait du bien de parler. Magali, lâche-toi. Non. Non, mais voilà, moi ce que je voulais dire aussi aujourd'hui, c'est que on a beaucoup insisté. C'est vrai que c'est important de se rappeler les valeurs qui nous rassemblent autour de l'assurance maladie obligatoire. Nous y sommes très attachés. Et dans le même temps, et ça en découle, dans AMC, dans OCAM, il y a C. Donc on n'est pas aux Pays-Bas, on a aujourd'hui des organismes complémentaires d'assurance maladie, c'est-à-dire qu'elles agissent en complémentarité des remboursements et de la stratégie de l'assurance maladie obligatoire. Et ça, c'est important de se le rappeler, parce que qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut continuer à avoir des OCAM, ou est-ce que demain, on veut des organismes d'assurance maladie qui vont rembourser au premier euro des prestations que l'assurance maladie va abandonner ou qu'elle ne sera plus en charge de rembourser? C'est ça la question. Alors, sans ouvrir le débat sur la grande sécu, on pourrait le faire, mais pour moi, la question, c'est ça. C'est est-ce qu'on est toujours sur du C ou est-ce qu'on n'est plus sur du C? La question, elle n'est pas neutre, elle a des conséquences, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les complémentaires, le principe, même s'il y a beaucoup d'exceptions, parce qu'il y a aussi des forfaits de prise en charge au premier euro, maintenant, et les complémentaires en proposent un certain nombre, surtout pour les complémentaires un peu premium, voilà. Mais aujourd'hui, le principe, c'est ça, c'est que les prestations médicaments, actes de soins sont pris en charge par l'assurance maladie. Dès lors qu'ils sont pris en charge par l'assurance maladie, ils ont un tarif. Ils ont un tarif qui est opposable. Et c'est la base de remboursement de l'assurance maladie obligatoire et de l'AMC. Demain, s'il n'y a plus de remboursement assurance maladie, typiquement, médicaments à 15%, on les dégage parce qu'on dit c'est des médicaments de confort, on les dérembourse complètement. Qu'est-ce qui va se passer mécaniquement? Les prix de ces médicaments vont augmenter. Ils vont passer en ETC, ils vont augmenter. Ça, c'est déjà observé. Et donc là, qui va payer? Donc soit le patient, qui va donc payer beaucoup plus cher son médicament, prescrit, parce que n'oublions pas quand même, et je me permets d'ouvrir la parenthèse, c'est quand on parle de responsabilisation aussi, quand on parle de franchise médicale, on parle de médicaments prescrits. On n'est pas sur des consommations compulsives de médicaments à la pharmacie, de patients qui se mettent à acheter des médicaments remboursés. Non, on est sur des médicaments prescrits. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours cherché un chiffre que je n'ai jamais eu, c'est finalement le nombre de renoncements des patients qui décident de ne pas se faire délivrer des médicaments prescrits au regard du reste à charge qu'ils vont avoir. Et les pharmaciens, je pense qu'on peut les interroger, ils peuvent en témoigner. Moi, j'ai déjà échangé beaucoup avec eux, et c'est massif le nombre de patients qui renoncent à des soins prescrits au regard du reste à charge. Je referme la parenthèse. Donc, si on va vers du déremboursement, on va vers une augmentation des prix des produits et des médicaments. Qui va payer? Soit le patient, soit sa complémentaire, mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Et c'est in fine plus cher pour finalement le porte-monnaie global du patient. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, s'il n'y a plus de C, si on vient sur une prise en charge. Les C veulent rester. Le C va rester. Mais il y a une tendance qui consiste à prendre en charge de plus en plus des prestations au premier euro. Et puis, on peut anticiper le pire. Donc, on peut imaginer que certains souhaitent aller vers ça parce que ça semble magique. Effectivement. On baisse la dépense publique, on augmente les dépenses privées et c'est magique. Il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, et vous l'avez dit, l'assurance maladie obligatoire, c'est quoi? C'est chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. On peut en discuter, voilà, mais aujourd'hui, c'est ça. C'est pas ça pour l'AMC. C'est pas ça. Les primes et les cotisations qui sont versées au CAM ne sont pas indexées sur le revenu des patients. Donc c'est majeur, ça. C'est un principe de construction qui est déterminant. Donc non, c'est pas un accès, c'est une protection sociale, mais elle n'est pas égalitaire. Elle ne procède pas des mêmes fondements de solidarité que l'assurance maladie obligatoire. Ce d'autant plus qu'on a quand même à peu près 5% de personnes qui n'ont pas de complémentaire. Ne parlons même pas du coût de la complémentaire pour les seniors, pour lesquels donc, les employeurs, par définition, ne prennent pas en charge 50%. Et avec, comme ça, des surcomplémentaires qui sont proposés par les super employeurs. Voilà.
Donc moi, je pense que il faut être prudent. Transférer des charges, non, c'est pas indolore. Ça, c'est magique pour les comptes sociaux, c'est sûr, c'est magique, mais c'est pas magique et ce n'est pas pertinent pour l'économie globale en santé et pour le reste à charge des patients. Et donc pour l'accès aux soins. On est quand même dans un pays où effectivement, on a de l'excellence médicale, on a les ALD, on a de l'accès précoce. C'est à peu près exceptionnel en Europe et dans le monde. Mais on est aussi un pays qui est frappé par d'immenses inégalités d'accès aux soins et des inégalités qui sont liées à des déterminants de santé. Que font les complémentaires pour ça? Comment les complémentaires, moi je suis heureuse de pouvoir entendre aujourd'hui, mais que proposent aujourd'hui les complémentaires pour appuyer, parachever, consolider les engagements chargés produits au titre de la prévention? Je m'interrogeais là-dessus. Quel pacte on peut avoir aujourd'hui avec les OCAM sur la prévention? Moi, ce que je constate, c'est que dans les associations de patients, qui constituent un tissu de proximité sans équivalent, qui connaissent leur communauté, qui connaissent les problèmes d'inégalité d'accès aux soins, qui savent y travailler, qui travaillent depuis longtemps, parfois depuis 50 ans. On a des associations qui ont des dizaines d'années d'expérience sur l'aller vers comment on parle, comment on développe la paire aidance. Aujourd'hui, ces associations sont-elles soutenues par les complémentaires santé? Est-ce qu'elles sont soutenues par les complémentaires santé? Je peux me permettre, comme il reste 3 minutes. Ouais. Voilà, c'était un message important que je voulais faire passer. Simplement, il reste 3 minutes. Moi, je voudrais simplement, parce que j'ai fait un peu d'annonce, un peu de pour faire agir, mais je pense raisonnablement que pour aller dans le même sens que il ne faut rien s'interdire, mais les questions doivent être posées, et notamment, c'est quel est le métier de demain, quelle est la mission des complémentaires santé? Est-ce que c'est la même chose et on continue le même système avec des systèmes de cotisation qui vont augmenter? Est-ce que globalement, on est capable de réécrire une mission complémentaire avec un modèle qui peut être différent? Je pense que cette question doit être posée, et combien les complémentaires deviennent des vrais acteurs et pas simplement des collecteurs, des vrais acteurs, notamment en matière de santé, et avec, pour tout le monde, la notion de la situation qui existe, où des efforts doivent être faits, mais moi je préfère des efforts, alors là je utilisais le terme en matière de responsabilité ou responsabilisation des acteurs, que des efforts uniquement sur le fait de dire je contribue financièrement. Donc on a un vrai sujet, mais il faut, à mon avis, dans le contexte de extrême difficulté que nous vivons, c'est le moment où il faut se poser les questions. Alors c'est pas du réforme court terme, mais c'est un sujet qui doit, à mon avis, être intégré avec tout ce qui a été dit avant, sur une vision plus globale et sur une vision notamment avec une programmation dans le temps. Il faut remettre en place ce débat sur qui fait quoi, avec quelle mission et forcément avec quels moyens financiers. Et je pense que si on ne s'interroge pas de la même façon sur le rôle du patient dans le système de santé, on va dans le mur. On va dans le mur. C'est pas le patient, c'est pas une pâte molle dont les acteurs divers et variés font ce qu'ils veulent pour faire avancer éventuellement les choses, qui est un business à 260 milliards d'euros. Donc il va falloir véritablement qu'on ait un dialogue qui soit un dialogue différent. Et pour terminer justement sur cette discussion, moi j'aimerais bien savoir comment Éric va s'inscrire justement dans cette espèce de remise à plat du système de santé, parce que ça fait quand même 40 ans qu'on parle de la même chose. Je suis désolé, mais ça fait 40 ans qu'on parle de la même chose et qu'il va falloir mettre un jour les pieds dans le plat pour voir comment les choses peuvent éventuellement bouger et qu'on peut les rebaser. Avec 100% santé, il y a eu quand même une évolution du rôle des complémentaires. Oui, là, on a eu un tournant à la fois qui... Voilà. Mais 100% santé, ça concerne ophtalmo... Oui, mais et ophtalmo... Optique. Optique. Et audioprothèse. Ça qui marche, c'est le dentaire. Ouais. Et oui, parce que franchement, l'optique... C'était déjà, oui, c'est plutôt. C'était l'impact de la réforme déjà est plutôt marginal sur le système qui C'était était déjà les complémentaires qui... Ben, je voudrais la réponse d'Éric. Alors moi, je peux parler au titre de Malakoff Humanis, mais qui, ce que je n'ai pas précisé, mais c'est un acteur quand même non lucratif, donc on cherche aussi à contribuer au système. Je ne peux pas me prévaloir des positions des fédérations, des OCAM, mais d'une façon générale, le C, on y est attaché, parce que le système, on peut quand même être fier de notre système de santé en France. C'est-à-dire qu'on est bien soigné et le reste à charge est l'un des plus faibles de l'OCDE. Le reste à charge post-complémentaire santé. Donc je suis d'accord, il y a des cas, des populations non couvertes, 3,6% de la population sont à adresse.
Donc il y a des situations qu'il faut traiter, il n'y a pas de doute. Mais au global quand même, quand on se compare, on n'est pas si mal. Donc ça, on peut quand même s'en réjouir. Donc les complémentaires ont plutôt envie d'être dans l'ajustement de ce rôle-là et dans une contribution qu'on pense pouvoir être plus importante sur la prévention, sur la fraude, sur l'organisation du système de soins. Mais pour contribuer, il faut discuter. Et là, je rejoins ce qu'on a dit, c'est que là, on est un peu frustrés. Nos fédérations sont un peu frustrées. Et c'est là qu'est le sujet. L'enjeu justifie sans doute qu'on se mette autour de la table et que chacun, en oubliant un peu les intérêts particuliers, se pose les bonnes questions et contribue au système. Eh bien, continuons à discuter. Merci là, beaucoup. Il va falloir qu'on s'arrête.